Nouvel épisode de La Coupure. Aujourd'hui, je reçois Quentin, le cofondateur de la marque FFA, donc Fédération Française de l'Apéritif ou De l'apéro l'apéritif. De l'apéritif. Ouais. Bienvenue. Merci. Bah écoute, très heureux que tu sois là, ça me fait hyper plaisir. Comme d'habitude, moi ce que j'aime bien, c'est que l'invité se présente, donc je vais te donner tout de suite la main pour nous dire un peu qui t'es et ton parcours. Eh ben, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Quentin, j'ai 37 ans. Ouais, 37 ans. J'ai 3 enfants, une petite fille qui est née il y a 3 semaines. J'ai grandi à Paris en région parisienne et c'est là où, d'ailleurs, au collège où j'ai rencontré Arnaud qui était un copain qui est devenu un associé. Ok. Mais on y reviendra après. Je suis parti à Lille faire mes études. J'ai beaucoup voyagé pendant mes études. Je suis parti en Espagne, en Inde. Ok. Après, j'ai bossé pendant 4 ans au Canada pour une marque de chocolat qui s'appelle Valrhona, Ok. qui est plutôt une marque B2B, un petit peu B2C que le chocolat des grands chefs. Donc, déjà un premier pied dans la gastronomie. Exactement. Et puis, j'avais toujours eu envie d'entreprendre. Donc, après 4 ans au Canada, j'ai senti que pour moi, c'était il y avait une bonne fenêtre de tir pour entreprendre. Donc, je suis rentré à Paris. Et puis, en fait, la FFA, c'est un groupe Facebook à l'origine qu'Arnaud avait créé quand on était étudiant. Sans autre but que de se marrer. Et déjà, à l'époque, on avait parlé de monter un projet, mais on était à l'étranger à ce moment-là. Donc, le truc, c'était pas fait. Et on en a reparlé comme ça autour d'un apéro. On a greffé Paul-Antoine, qui est le mari de sa sœur et qui était un pote de son frère à l'origine. Donc, mes associés sont beaux-frères. Mot compte double. Ouais. Et voilà, on s'est retrouvés tous les trois autour de ce projet avec l'envie de créer, tu vois, l'épicerie et le bar dédié à l'apéro qu'on rêvait d'avoir en bas de chez nous. Donc, on a commencé avec une première adresse en 2016, rue de Paradis, aux 2 rues de Paradis, donc qui fait épicerie et bar, dans laquelle on propose que des produits français et artisanaux. Donc, on a tout pour l'apéro, moitié à boire, moitié à manger. On a à peu près 450 produits. Et puis, petit à petit, on a développé une boutique, une deuxième. Et puis, on a fait notre petit bout de chemin. Aujourd'hui, on en a 7. Les premières, on les a ouvertes en propre, les 2 dernières en franchise. Ok. Donc, on est à Paris, à Lille, à Lyon, à Strasbourg et à Boulogne-Billancourt. Ok. Et voilà, donc que des produits français artisanaux. On a créé notre propre marque de produits aussi il y a 4 ans maintenant. Ok. Donc tu vois, sur les 450 produits qu'on a dans nos boutiques, c'est des produits qu'on sélectionne un peu partout, mais on crée aussi nos propres recettes. Ok. Donc on a une 50aine de produits sous notre marque, donc dans toutes les catégories, tu vois, ça va d'un saucisson de porc fermier élevé en plein air sans nitrite à des bières, des chips, des tartinables de légumes. On a créé un produit qui s'appelle le poicamole, qui est un guacamole sans avocat à base de petits pois. Donc voilà, on a une 50aine de produits sous notre marque et qu'on distribue par ailleurs chez des cavistes, des épiciers, des fromagers. Donc on a 2 casquettes, on est à la fois détaillant avec nos points de vente et distributeur. On a à peu près 1000 revendeurs, tu vois, avec qui on bosse, qui sont surtout cavistes, épiciers, fromagers, bars, que du local, hôtels. pas de genre grande distrib ou quoi Un tout petit peu, on a quelques corners dans des monoprix, des francs-prix. Mais qu'on opère en direct, tu vois, on n'est pas référencé en centrale, on n'a pas vocation. Enfin, c'est compliqué de faire cohabiter ces 2 réseaux. Voilà, Monoprix, c'est une enseigne particulière avec laquelle on a un lien très privilégié depuis longtemps. Mais on a quelques corners, tu vois, donc nous, on est vraiment focus réseau spécialisé, donc hôtel, bar, resto, épicier, fromager, caviste. Bah après, tu peux déjà travailler, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais tu peux travailler aussi avec des grandes chaînes de cavistes comme Nicolas alors Nicolas, on travaille Nisa pas avec ou quoi. Ouais, on travaille avec Nisa, on travaille avec d'autres enseignes comme Cave à Vin, comme Intercave. La Vignerie aussi, qui est une belle enseigne de cave. Dans les fromageries, on travaille avec une enseigne qui s'appelle Laiterie Gilbert, qui est super chouette aussi, qui a des fromageries un peu partout en France. Donc oui, on a une approche. Tu vois, là, on a signé un partenariat avec les hôtels Ibis, donc du groupe Accor, dans lesquels on a déployé des petits corners apéro. Trop bien. Là, il y a quelques semaines. Donc oui, on travaille à la fois avec des indépendants et puis avec des réseaux. Ouais, comme ça te permet de dupliquer direct. Par contre, tu as dit un truc directement. Maintenant, j'ai comme eu un flash. C'était un groupe Facebook de base. Ouais, exactement. Mais ça me dit grave. Par contre, pour le coup, ça me dit vraiment quelque chose. C'était au tout début de Facebook en 2007. Donc Arnaud avait créé ce groupe comme ça, juste pour se marrer. Et à l'époque, Facebook a beaucoup changé quand même depuis tout ce temps-là. Il n'y avait pas d'entreprise, on ne pouvait pas faire de pub, tu vois. Il n'y avait pas de page fan à l'époque, il y avait juste des groupes et les gens créaient des groupes pour n'importe quoi. Et il y avait des centaines de milliers de personnes dans des groupes. C'était le groupe des gens qui se mettent à gauche dans l'escalator. Tu vois, il y avait des millions de personnes dedans. Ouais, carrément. Et voilà, et donc c'était un groupe juste pour partager des photos d'apéro et qui avait déjà fait marrer beaucoup de monde, tu vois. On a un copain designer qui avait fait
un petit logo à l'époque, quelques Ok. t-shirts, ça s'était arrêté là, mais c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et vous êtes monté à combien du coup il y avait, enfin, avant que tu montes le premier, c'était une page où il y avait quand même, enfin, un groupe du coup, il y avait beaucoup d'adhérents déjà. En fait, on est reparti zéro parce que quand Facebook a créé les pages fans, ils avaient supprimé tous les groupes parce que tu avais Ok. plein d'entreprises qui avaient créé des Ok, groupes. ok. Donc, on est vraiment reparti de zéro. Ok, Et aujourd'hui, on a un peu plus de 250 000 personnes qui nous suivent Ok. sur Facebook et Instagram. ok. Et à l'époque, est-ce que du coup, parce que tu avais envie d'entreprendre, mais est-ce Ouais. que les réseaux sociaux vous ont poussé parce qu'il y avait des gens qui vous disaient justement, allez-y, montez un truc ou qui vous ont motivé à vous lancer? Ouais, moi j'ai toujours j'ai toujours eu envie d'entreprendre et je pense que ça a été sans doute, cette envie-là a été un peu exacerbée par des entrepreneurs que je Mhm. suivais, tu vois, des gens qui avaient des blogs. Tu vois, moi j'aimais beaucoup un gars qui s'appelle Patrice Cassard qui avait monté une marque d'abord, il avait une première marque qui s'appelait La Fraise, qui était une marque de t-shirts, Ok. qui faisait des t-shirts avec une communauté de graphistes très engagés et tout. Après, il a monté une marque de chaussettes made in France qui s'appelle Archiduchesse. Ok. Il y a eu d'autres projets après, et puis il se définit un peu comme entrepreneur en dilettante, donc il monte des projets, qui revend, il arrête et tout, mais ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Enfin voilà, moi je lisais je lis toujours d'ailleurs beaucoup de blogs d'entrepreneurs, et ouais, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré, ouais, à l'époque où les podcasts n'existaient pas, par exemple. Ouais, carrément. Ouais. Donc oui, je pense que j'avais toujours eu ça en moi, et cette envie-là a été un peu poussée par des choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre. Ça m'a donné encore plus envie d'entreprendre. Ouais. Trop bien. Et donc aujourd'hui, donc là, vous êtes 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts, comment ça s'est fait? Donc, vous avez ouvert le premier en 2016. Ouais. C'était quoi la volonté au tout départ? C'est-à-dire quand vous avez lancé le premier, c'était quoi votre vision et est-ce elle a évolué depuis En fait, on est un peu parti de notre besoin, tu vois, de se dire qu'on est tous les trois épicuriens, on aime les bons produits. On s'est dit, quand tu as envie de faire un apéro de qualité avec tes copains chez toi, faut aller chez le caviste, chez le fromager, chez le charcutier, ça prend du temps. À Paris, les gens bossent, sortent tard du boulot et tout, donc tu es toujours un peu à courir, ou tu finis toujours à la supérette du coin où tu achètes des produits un peu pas ouf, on sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas de conseils parce que voilà, c'est pas des magasins où tu as une expérience d'achat hyper cool. Donc on s'est dit, on veut ouvrir l'épicerie dédiée à l'apéro qu'on rêverait d'avoir en bas de chez nous, tu vois. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait sur le projet, on s'est dit, ce serait sympa d'en faire aussi un lieu de vie, un lieu où les gens peuvent venir prendre l'apéro. Tu vois, avoir l'épicerie qui ferme un peu plus tard qu'une épicerie classique, et le bar qui ferme un peu plus tôt parce qu'on n'avait pas envie d'être sur des horaires de bar de nuit, tu vois, être fermé à 2h du matin. Donc ça, c'était plutôt un choix en termes d'équilibre de vie, tu vois. Et donc on a commencé comme ça. Donc on a visité un peu des locaux à droite à gauche. On savait pas trop au début où est-ce qu'on voulait aller, tu vois. On cherchait assez large, donc les agents au début ils te montrent plein de trucs un peu merdiques qu'ils ont en stock. Ils disent j'ai le truc qu'il vous faut et tout, tu vois. Et puis pour finir, on a atterri rue de Paradis un peu par hasard, tu vois, qui était un quartier qu'on connaissait pas très bien, mais on voyait qu'il y avait une bonne dynamique. Il y avait pas mal ça de bouge. Ouais, tu vois, il y avait PNY qui s'était installé depuis quelques années sur le Faubourg Saint-Denis. Enfin, c'était un quartier où il y avait une dynamique qu'on aimait bien, et qui s'est confirmée quand on a ouvert, tu vois, quand on s'est installé dans la rue. Quasiment toute la rue a changé de main en même temps. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées, des nouveaux bars, des nouveaux restos, des nouveaux commerces qui ont ouvert. Donc il y a eu une première dynamique assez cool. Et puis c'est un quartier qui a un épicentre créatif aussi. Tu as beaucoup d'agences, tu as beaucoup de designers, beaucoup d'architectes qui sont dans ce quartier-là. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu un beau spotlight aussi qui a été mis sur nous par rapport à ça, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, donc vous lancez là tous les trois ce projet-là. Quand on en a parlé un tout petit peu avant, moi quand j'avais fait celui avec le 1745, donc qui est assez proche de votre concept, lui aussi il s'était dit à l'époque, le seul endroit finalement où tu peux manger de la charcute, l'apéro, etc. C'est dans les bars, mais souvent c'est de mauvaise qualité. Vous, du coup, comment ça s'est passé au niveau, tu parlais de 450 références tout à l'heure, comment s'est passé au niveau sourcing, etc. Comment vous avez fait d'entrée? Parce que quand tu te lances comme ça, à mon avis, vous n'avez pas eu 450 refs du jour au lendemain. Non, c'est clair. Au début, on avait une offre un peu plus serrée, enfin même beaucoup plus serrée, parce qu'on a ouvert, on avait 200 produits, tu vois. Donc ce qui est déjà beaucoup, du coup. Ce qui est déjà beaucoup, ouais. Ce qui est déjà beaucoup. Après, je pense que l'offre apéro, c'est aussi pas mal développé depuis 8 ans, tu vois. Il y a beaucoup de projets qui sont montés, des gens qui ont monté des marques, qui ont monté des produits, des producteurs qui ont créé des produits plus axés apéro, parce que c'est devenu vraiment un instant de consommation qui est omniprésent maintenant dans la vie des gens. Et donc oui, on avait 200 produits. Après, Paul, un de mes associés, avait déjà un bar à vin à Paris qu'il avait monté avec un copain. Lui, il est angevin à la base, donc il avait pas mal de choses de la région.
Et donc, on a commencé comme ça avec quelques producteurs. On est tous les trois épicuriens aussi, donc il y avait pas mal de produits qu'on achetait, mais qui n'étaient pas forcément... qu'on achetait directement à des producteurs qu'on se faisait envoyer par colis, mais qui n'étaient pas forcément faciles à trouver à Paris. Ok. Et puis, on a des copains chefs, des copains sommeliers. Moi, j'avais déjà un pied là-dedans aussi, de par mon ancien boulot. Donc, on connaissait pas mal de monde. On a appelé un peu les gens autour de nous, tu vois, qui nous ont dit « Ah, bah attends, appelle tel vigneron qui est sympa. » On allait le voir. Il nous a dit « Ah, bah attends, j'ai un autre copain vigneron, va le voir aussi, il est cool. » Donc, ça s'est fait un peu comme ça, de fil en aiguille. Et comme, avant même de lancer le projet, tu vois, parce que Paradis, on a ouvert en avril 2016. Et en août 2015, on avait recréé la page Facebook. En expliquant aux gens, voilà, notre projet concret, c'est ça, c'est d'ouvrir la première boutique dédiée à l'apéro avec des produits français artisanaux. Donc, on a eu, tu vois, on avait déjà commencé à fédérer une communauté autour du projet. C'est ça. Et donc, tu vois, on a fait un financement participatif en novembre 2015, pardon. Et donc, un petit Kiss Bank Bank, tu vois. Et donc, on était un petit peu visible déjà. Et donc, il y avait déjà des gens qui nous contactaient ou avec le bouche à oreille, avec les copains autour de nous, tu vois. Pareil, tu vois, c'était un peu les débuts des micro-brasseries, enfin des brasseries artisanales à Paris. Donc, on a des copains qui te disent « Ah bah attends, moi j'ai un copain qui bosse chez La Parisienne. » Enfin, tu vois, « Ah bah je connais le gars qui a monté Bab. » Enfin, tu vois, ça a commencé un peu comme ça. Et puis, dès qu'on a ouvert, on était hyper sollicités. Beaucoup de gens qui nous ont appelés et qui sont venus nous voir parce que on était visible sur les réseaux sociaux. On a eu pas mal d'articles dans la presse aussi. Tu vois, on a eu Merci Alfred qui est venu nous voir le jour de l'ouverture, donc enfin la veille de l'ouverture même. Donc c'est vrai que ça nous a donné un gros coup de boost. On était dans le top des épiceries fines du Figaro assez vite après avoir ouvert. Donc ça te permet de faire de l'acquisition sur le moment de la sortie. Mais par contre, c'est un shot sur ce moment-là. Il faut bien le capter du coup parce que ça te permet d'être visible sur une courte durée. Mais par contre, c'est beaucoup de visibilité d'un coup. C'est beaucoup de visibilité d'un coup. Ça, c'est clair. Après, on est aussi dans un quartier où il y a beaucoup de passages et tout. Et c'est vrai que notre enseigne, elle est assez virale. Elle fait marrer les gens. Les gens, ils passent devant notre boutique, ils s'arrêtent, ils prennent en photo la boutique, tu vois. Et ça, on s'en est rendu compte le jour où on a accroché l'enseigne, tu vois. Et je me rappellerai toute ma vie, tu vois, j'étais perché sur un échafaudage en train d'accrocher les lettres. Et je voyais les gens qui s'arrêtaient, les bagnoles s'arrêtaient, les passants s'arrêtaient et prenaient des photos, tu vois. Et là, tu te dis, putain, il se passe un truc, tu vois, cette marque, elle a une résonance, elle fait parler les gens, elle les interpelle, puis elle les fait marrer. Surtout, carrément. Mais oui, c'est hyper bien trouvé parce que Fédération Française, du coup, c'est normalement connoté au sport. Très officiel. Alors, pas forcément au sport, parce que tu as des fédérations françaises de plein de choses, tu vois. C'est vrai. Des FFA, tu as l'assurance, l'aluminium, l'aviron, enfin, t'en as plein, mais en effet, spontanément, on pense plutôt aux fédérations de sport. Parce que j'aime le foot, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé direct à ça. Mais en tout cas, donc on a eu... donc ça te fait un gros shoot de notoriété sur le moment. Et en même temps, comme on a parlé de toi, tu as des journalistes qui ont lu un article sur toi. Donc le jour où ils écrivent un article sur la thématique de l'apéro, qui a plutôt le vent en poupe, ils pensent à toi. Et donc un article en appelle un autre, puis un deuxième, un troisième. Et puis, après, on a ouvert une deuxième boutique, une troisième. On a écrit un bouquin il y a 1 an et demi qui a été publié chez Hachette 20. Donc, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu vois, on va dire que tu vois, on est passé dans Capital. Enfin, on a eu des choses. On a été dans le wagon-bar du TGV pendant 2 ans et demi. Donc, tout au long de notre histoire, on a eu des choses qui ont contribué à développer la petite notoriété qu'on a aujourd'hui. Et du coup, alors attends, parce que j'ai trop de questions en même temps. Je commence par laquelle? Parce que du coup, aujourd'hui, vous avez... On va finir ce que tu as dit sur le wagon-bar. Vous avez 7 boutiques. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que tu reviendras peut-être dessus, mais vous proposez des box apéro, vous avez une partie internet. Enfin, vous avez plein de canaux de vente différents. Du coup, là, voulez-vous, dans la vision, c'est plutôt de se dire les boutiques vont servir comme vitrine et du coup, le business, il est plutôt développé justement sur le B2B avec, tu vois, comme on disait, les TGV, les gavistes, etc. Plus le e-shop, ou est-ce que la volonté, elle est plutôt de se dire on va continuer de développer les boutiques et en parallèle, on va développer le B2B? Notre premier métier, c'est vraiment c'est nos boutiques, tu vois, donc que ce soit en propre ou en franchise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer, continuer à ouvrir des boutiques en propre, continuer à ouvrir des franchises à Paris, en région parisienne et dans toute la France. Mais la distribution, tu vois, c'est aussi une composante essentielle de notre business, c'est un tiers de notre business aujourd'hui, tu vois, donc on a envie de continuer à le développer parce que ça nous permet aussi de créer des nouveaux produits. Ça, c'est un truc qu'on adore, tu vois. Travailler sur des idées, sur des concepts, sur des recettes, aller voir avec les producteurs, tu vois, quand on a sorti notre Pokémol, c'est une recette qu'on a fait à 4 mains.
Paul, il faisait des tests dans sa cuisine. On envoyait les tests à Stéphane, le producteur, dans sa conserverie à côté de Montpellier. Lui, il nous renvoyait des trucs. Enfin, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on adore. Tu vois, ça nous fait vraiment kiffer quand on crée des cuvées avec des vignerons aussi. C'est cool. Quand on a sorti notre bière, tu vois, on a bossé avec un copain brasseur pour brasser nous-mêmes, tu vois, les premiers brasses en test pour faire goûter à nos clients, pour affiner la recette. Enfin, c'est clairement une composante qu'on a envie de... on n'aura jamais que des produits FFA dans nos boutiques, tu vois, parce que en plus de ça, tu vois, l'apéro a une composante régionale aussi qui est assez importante. Donc à Lille, à Lyon ou à Strasbourg, on n'a pas les mêmes produits parce que à Strasbourg, tu vois, tu as une offre... à Lille, tu vois, t'as une offre de bière et puis les gens boivent... Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais les gens boivent quand même un peu plus de bière que de vin à Lille, tu vois. À Strasbourg, t'as un terrain de jeu génial parce que t'as à la fois des vignerons autour, t'as des brasseurs, t'as des eaux de vie, t'as une culture de la distillerie en Alsace qui est assez présente, t'as des fromages incroyables, t'as des charcuteries incroyables, t'as une gastronomie locale qui est dingue. Donc forcément, tu vois, l'apéro est pas le même quand t'es au bord de la mer, quand t'es à Marseille ou quand t'es à Lille, quoi. Donc du coup, l'idée, c'est pas du tout de standardiser le modèle ni l'offre produit, quoi. Et du coup, donc sur la partie producteur entre guillemets, donc vous créez vos propres produits. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un labo? Est-ce que tu avais l'air de dire, par exemple, la bière, on le travaille avec un autre producteur. Le saucisson, tu vas peut-être le travailler avec un autre producteur. Donc tu es en collaboration à chaque fois avec un producteur. Ouais, on est en collaboration. Je sais pas, on doit bosser avec sur notre marque propre de produits, on doit avoir une vingtaine, 20 ou 25 producteurs différents, un truc comme ça. Donc on a plusieurs vignerons, on a 2 brasseurs avec qui on travaille, on a un gars à Garonne avec qui on bosse pour faire des chips. On a différentes conserveries à droite à gauche, une salaison, 2 salaisons. Donc voilà, c'est des producteurs qui sont un peu partout en France, dans toutes les régions, tu vois. Et du coup, quand vous sortez un nouveau produit, à chaque fois, est-ce que vous dites il faut que c'est une envergure nationale, parce que tu parlais, tu vois, de Strasbourg, Lille, Paris, c'est pas les mêmes modes de consommation, ou est-ce que vous avez des fois une vocation à faire de la production locale, entre guillemets, en se disant ce produit-là, ça va être que pour cette région-là en particulier? En général, c'est plutôt une vocation nationale parce que du coup, ça te permet d'amortir aussi tu vois, tes frais de créa d'étiquettes, tes frais d'impression, parce que quand tu fais 1000 étiquettes ou t'en fais 20 000, ça te coûte pas le même prix. Bien sûr. Enfin, quand on fait 1000, ça te coûte le même prix que 20 000 en vrai. Donc oui, on a plutôt vocation à le faire de façon nationale, mais après, ça nous arrive aussi de faire des collabs au niveau local. Tu vois, on a des copains qui ont un chai dans Lyon qui vinifient dans Lyon, tu vois, et on avait créé une cuvée avec eux pour notre boutique de Lyon, mais qu'on a distribué aussi dans les autres boutiques, tu vois. On avait remonté des raisins du Beaujolais, tu vois, qu'on avait fait vieillir en fût chez eux. Donc, on a fait une pièce de 228 litres, donc on a fait 300 bouteilles numérotées à la main, tu vois. Donc, c'était une cuvée vraiment à l'origine pour la boutique de Lyon, mais le vin était tellement cool qu'on l'a vendu partout et on l'a vendu en ligne aussi. Trop bien. Alors, justement, vous avez un métier, donc du coup, on en a parlé rapidement. Tu as les boutiques, tu as le e-shop, tu as le B2B entreprise, le B2B distribution. Parce que entreprise, sauf si je dis une bêtise, mais vous faites aussi, je pense, des soirées, des séminaires ou des choses comme ça. Et en plus de ça, vous avez la partie merch avec des t-shirts, des livres, des casquettes, etc. Comment on fait pour gérer tout ça? Parce que du coup, ça fait quand même 5 métiers hyper différents. Et après, j'aurais une deuxième question, c'est aussi du coup, comme vous franchisez, quelle est la place du comment le franchisé gère aussi tout ça, parce que du coup, vous lui imposez pas 5 métiers, mais du coup, il a compris qu'il y avait plusieurs métiers à l'intérieur. En fait, dans les faits, on n'a pas exactement 5 métiers, on a vraiment 2 métiers, enfin 3 métiers, parce que le franchiseur, c'est un métier, on a des succursales et des franchises, donc ça, c'est 2 métiers différents. Et notre 3e métier qui est la distribution. Le reste, c'est plus des canaux de distribution, tu vois. Le merch, c'est une composante de notre offre produit. Donc pareil, pour le merch, on a la même approche, c'est-à-dire que depuis le début, tous nos produits dérivés, on les fait fabriquer en France. Ce qui, il y a 8 ans, était vachement compliqué, en fait. Tu vois, au début, on voulait faire, pour notre KissKissBankBank, on avait besoin de 200 t-shirts qui étaient tissés, confectionnés et imprimés en France. Mais il y a 8 ans, c'était une galère de ouf. On avait parlé avec le Mailleux qui est sous-traitant du slip français, tu vois, il nous disait alors achetez le tissu chez machin, nous on peut vous le confectionner, il faut aller le faire imprimer chez un tel. Et moi j'étais non mais en fait on veut 200 t-shirts, tu vois, donc, moi je suis pas le slip français, tu vois, je vais pas commencer à acheter des rouleaux de tissu et tout. Moi je veux juste 200 t-shirts, tu vois. Qu'on avait fini par trouver, enfin le Made in France c'est pas mal structuré, même s'il y a encore beaucoup de challenges, mais ça c'est pas mal structuré quand même en 8 ans et il y a aussi un engouement. Parce qu'il y a une conscience aussi qui s'est développée là-dessus. Oui, et puis tu as des entreprises aussi qui sont développées. Et tu vois, aujourd'hui, nos t-shirts, depuis 6 ou 7 ans, on les fait chez Armor Luxe en Bretagne. Tu vois, donc le tissu est tissé, les t-shirts sont confectionnés en Bretagne. On les fait imprimer à Saint-Denis dans un petit atelier. Tu vois, nos planches, nos couteaux, c'est fait à Thiers.
On a des sous-bocs qui sont faits dans les Vosges, des études pétanque qui sont faits en Ardèche. Donc, c'est important pour nous aussi, tu vois, que jusqu'au bout, sur les produits dérivés, tu vois, on est vraiment cette philosophie de produits français. Bah, c'est quand même en lien avec le nom de... Non, mais tu vois, avec votre business, quand même. C'est évident. Ça a des complexités opérationnelles évidentes aussi, parce que, tu vois, quand tu veux faire 10 t-shirts qui viennent de je sais pas où, tu veux juste faire floquer, ça c'est facile, tu vois. Nous, les t-shirts, on les fait par 1000, 2000, donc c'est aussi, ça implique d'avoir un peu de volume pour les écouler. Mais donc ça, c'est sur le merch. Donc le merch, c'est une partie de notre offre produit. Et la partie, le e-shop, si tu veux, la complexité qu'on a, c'est que les produits qu'on vend sont pas très chers, lourds et fragiles. Donc je te fais pas un dessin, mais en e-commerce, le modèle économique, il est pas génial, parce que tu as des frais d'envoi qui coûtent extrêmement cher, il faut beaucoup protéger les produits, donc on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait le moins possible, voire plus du tout de plastique, tu vois, pour emballer nos produits. Mais si tu veux... Tu livres qu'en France ? Ouais, on a essayé de livrer en Europe, mais on avait... tu vois, on avait des gens au fin fond du Tyrol à qui on avait offert, qui s'étaient vu offrir une box, mais le prestataire local ne livrait pas parce que c'était trop... Enfin, c'est trop galère à gérer, tu vois. On n'a pas assez de ressources dédiées pour gérer la logistique en Europe. Donc, pour l'instant, on livre qu'en France. Enfin, on est revenu sur de la livraison qu'en France. Mais bon, tu vois, le truc, c'est que sur Internet, ton concurrent, il est one click away. Donc, forcément... On se retrouve avec des... Tu vois, je sais pas, tu veux acheter du whisky, par exemple, sur notre site. Enfin, des sites qui vendent du whisky, t'en as des millions, tu vois. Donc on a plutôt... l'idée, c'est plutôt d'avoir des coffrets cadeaux, tu vois. C'est ce que j'ai vu, vous avez fait une box. Vous avez fait une box où... On a une box par abonnement, on a des coffrets cadeaux thématiques, tu vois, le coffret du chasseur, le coffret pétanque et tout. Donc ça fonctionne bien. Par abonnement, t'as dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent des abonnements mensuels. Il y a des gens qui payent un abonnement mensuel pour 3 mois, pour 6 mois. Et qui ont genre tous les mois une box. Qui reçoivent une box avec des produits, produits chez eux, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, c'est que dans la durée de vie d'une box, pendant 6 mois, tu as des gens qui vont déménager une fois. Enfin, tu vois, c'est quand même, logistiquement, c'est vachement lourd. Donc, quand tu fais que ça, très bien. Nous, comme tu disais, on fait pas mal d'autres choses. C'est donc, du coup, on va continuer à le faire, mais c'est pas notre priorité. C'est pas là où vous poussez, quoi. Non, c'est pas là où on pousse. Et après, sur la partie entreprise, donc événementiel, on fait pas trop, même si ça fait 8 ans qu'on aimerait bien en faire, mais on vient pas de ce milieu-là, c'est extrêmement chronophage, donc peut-être qu'un jour on le fera, le jour où on aura les bonnes personnes pour le faire, on cherchera les bonnes personnes pour le faire. Parce que vous avez de la demande, c'est sûr. Oui, on a beaucoup de demandes, mais bon, tu vois, organiser des événements, c'est un métier en soi, donc aujourd'hui, on n'a pas les ressources en interne pour le faire. Mais par contre, on fait beaucoup de traiteurs, tu vois, depuis nos boutiques. Donc, on a des planches apéro. Si tu veux, quand on a ouvert il y a 8 ans, c'était vraiment les débuts de la livraison. Deliveroo venait de se lancer. Uber Eats n'existait pas encore. Ils n'existaient pas du tout, d'ailleurs. Et donc, on avait développé, c'est marrant, on avait développé des plateaux qui étaient plutôt à l'origine une offre pour les gens à emporter, tu vois, pour avoir une planche apéro que tu peux venir chez nous, prendre, qui est déjà prête, que tu nous commandes. Tu arrives chez toi, tu n'as plus qu'à comme une planche que tu vas prendre dans un bar, mais là, elle est faite chez nous et tu peux la prendre chez toi à emporter. Et en fait, c'est un format qui marche super bien en livraison. Donc, dès le début, nous, on a commencé à faire un peu de livraison. Soit les gens commandent sur notre site ou commandent sur Deliveroo. Et puis, rue de Paradis, il y a énormément de bureaux autour. Donc, tout de suite, on a eu de la demande d'entreprises qui nous ont dit nous, on est 30, on veut faire un apéro jeudi soir. Est-ce que vous pouvez nous faire des planches et tout Et donc, du coup, on a adapté l'offre aussi par rapport aux contraintes des entreprises. Donc, on fait des plateaux... Tu vois, aujourd'hui, donc c'est des plateaux en carton c'est nos plateaux pour les particuliers, mais qu'on double pour les entreprises, sur une petite cagette en bois. Donc, comme ça, il n'y a pas de plastique parce que c'était important pour nous et c'était aussi une demande des entreprises avec lesquelles on travaillait. Et donc, on fait des grands plateaux, tu vois, avec de la charcuterie, du fromage, des produits végétariens, des choses sans alcool. Enfin, voilà, l'idée, c'est un panel de gens avec des régimes alimentaires hyper larges dans les entreprises. Donc, on a adapté l'offre par rapport à ça, quoi. Mais ça, si tu veux, c'est des choses qui sont produites dans les boutiques et pareil, nos franchisés demain, c'est eux qui les produisent. Nous, on a une carte, tu vois, on a un mode opératoire sur ces choses-là et donc c'est une corde supplémentaire à leur arc, tu vois. C'est pas tout à fait un métier en plus, même si c'est un autre canal de distribution pour nous, tu vois. C'est ça. Et par contre, la partie du coup, pour revenir rapidement sur le e-shop, ça c'est pas géré par le franchisé, du coup ça sera toujours géré par vous. Oui, si tu veux. Nous, on a pris des bureaux il y a 2 ans et demi, 3 ans, et un entrepôt à Saint-Denis. Et donc là, on a nos bureaux et on a un entrepôt de 150 mètres carrés où on stocke une partie des produits qui vont approvisionner nos boutiques et nos franchises. Et les produits qu'on revend du coup aux cavistes, épiciers, fromagers. Donc on a notre propre logistique, on a nos préparateurs de commandes et tout.
Et on travaille avec après des sociétés de transport, soit pour livrer nos boutiques ou pour nos clients revendeurs. Ok. Et pourquoi je disais ça? J'ai perdu le fil. Non, oui, et donc tout ce que le les e-shop, gens c'est- commandent ouais. sur le e-shop, c'est préparé chez nous à Saint-Denis et c'est expédié Mais même directement. du coup, même la distrib dans les boutiques, c'est-à-dire que le franchisé, enfin c'est vous, c'est des contrats nationaux qui sont négociés avec vous et eux, ils s'occupent vraiment de la partie vitrine et traiteur si en fait il y a une demande d'entreprise à proximité. Quoi. Exactement. Soit la demande arrive chez lui directement et donc lui, il peut la gérer, soit la demande arrive chez nous via notre site, via nos ok. canaux classiques et de communication classique. Et nous, on qualifie la demande, tu vois, et puis ensuite, on lui envoie. Ok. On lui envoie. Pour revenir du coup rapidement sur la franchise, pour parler avec plein de chaînes, plein de restaurants de plus en plus, tu sens qu'il y a eu l'Eldorado de la franchise, Ouais. la course à la franchise. Vous avez l'air d'être allé quand même, d'avoir pris le temps, vu que de ce que j'ai compris, tu en as 5 en propre et 2 en franchise. Oui. C'est quoi votre volonté là sur la suite là-dessus? Est-ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure de continuer d'ouvrir et en propre et en franchise? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez un développement modéré entre guillemets sur la franchise. On a envie de passer la seconde. Enfin, nos 2 premiers franchisés, on les a ouverts au mois de décembre, tu vois, parce que Boulogne a ouvert le 2 décembre et Strasbourg le 22. Donc, c'est encore récent. tout frais, tout chaud. Okay. Donc, si tu veux, les premiers mois, franchiseur, c'est un nouveau métier aussi. Bien donc, sûr. on essaye d'accompagner nos franchisés le mieux possible. Donc, forcément, on apprend en même temps qu'eux aussi. On s'est fait pas mal accompagner, pas mal aider aussi par des gens de notre réseau. Mais on a vraiment envie de mettre le paquet sur la franchise. Okay. Après, on ne s'interdit pas d'ouvrir en succursale aussi. Tu vois, s'il y a des belles opportunités qui se présentent sur des locaux bien situés à des prix raisonnables, on regarde des dossiers, tu vois, mais c'est vrai que on a vraiment envie de mettre le paquet sur la franchise. Surtout que du coup, vous avez un peu la même pas problématique, mais que le 1745, quand il me le disait, c'est que 450 ref, quand tu es en propre, en gestion, c'est déjà quelque chose, mais du coup, là, en franchise, et je sais pas si ta volonté, c'est d'ouvrir partout en France ou de... Oui. Enfin, vous interdisez rien, en gros. Non, on s'interdit rien. C'est vrai qu'en termes de sourcing, c'est évidemment beaucoup plus facile d'ouvrir à Paris ou en région parisienne parce que tout est livré. Il n'y a pas besoin de... Oui, soit c'est livré par notre centrale directement, soit c'est livré par les producteurs avec qui on bosse en direct. Donc, tu n'as pas besoin de ressourcer grand-chose, voire rien du tout. Là où, si demain tu ouvres à Bordeaux, il faut ressourcer un peu localement des choses. Si tu ouvres à Toulouse, c'est pas pareil. Donc, il y a ce petit curseur-là en plus. Donc, c'est sûr que potentiellement, on pourrait aller plus vite à Paris en région parisienne. Après, c'est aussi une question de rencontre, tu vois, trouver le bon profil, la bonne personne. Ce qui avait été le cas. Tu vois, Cédric, notre franchisé à Strasbourg, il nous avait découvert dans l'émission Capital sur M6 dans laquelle on était passé, je sais plus, il y a 3 ans, un truc comme ça. Moi, j'avais jamais mis un pied à Strasbourg, tu vois, je connaissais pas du tout cette région. Et donc, je lui dis, viens nous voir, on se rencontre. Et après, je lui dis, ok, viens en immersion dans nos boutiques, fais un vie ma vie, tu vois, de à quoi ça ressemble une journée ou une semaine à la FFA. Puis j'étais à Strasbourg et on avait passé 2-3 coups de fil. Tout le monde nous avait dit que c'était une super ville en termes d'attractivité pour le commerce, c'était hyper dynamique et tout. Franchement, moi j'ai adoré la ville, c'est vraiment génial. Les Alsaciens sont hyper sympas, les produits sont dingos. Enfin, vraiment. Tu parlais d'être épicurien. Enfin, mais c'est la ville. Ouais, non, mais franchement, c'est une ville et une région de gastronomie incroyable. Tu vois, je me suis baladé sur la route des vins en Alsace l'année dernière à Noël. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Donc tu vois, et jamais de ma vie je m'étais dit tiens, on ouvrira à Strasbourg. Tu vois, donc c'est une question de rencontre aussi. Et puis tu vois, on a trouvé quelqu'un de super chouette, qui est un super entrepreneur, tu vois, qui fait vivre le projet au quotidien. Donc il y a aussi une question de rencontre. Clairement. Trop bien. Et si c'est pas indiscret, du coup là cette année il y a d'autres projets d'ouverture ou ça sera plutôt pour là vous êtes plus en mode vous bencher et puis ça sera plus pour l'année. Écoute, sur les premiers mois de l'année, tu vois, on a un peu pushback certains projets parce qu'on voulait bien, tu vois, pas faire n'importe quoi. Comme tu disais, on a eu jusqu'ici un développement modéré. Quand on a ouvert Paradis dès la première semaine, on a eu plein de gens qui nous ont appelés pour ouvrir des franchises, tu vois, qui nous ont dit mais c'est génial, moi je vais ouvrir une franchise je sais pas où et tout. On s'est dit il faut qu'on apprenne notre métier aussi, tu vois. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup fait évoluer l'offre produit. Je pense qu'on n'était pas prêt il y a 5-6 ans à franchiser, ou même il y a 3 ou 4 ans. Enfin, le Covid en plus a perturbé pas mal de choses, évidemment, comme tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a la maturité pour le fait d'avoir notre logistique, d'avoir notre marque de produits. C'est aussi des marqueurs forts très différenciants. Et c'est une valeur ajoutée hyper forte pour le franchisé parce que quand on a ouvert à Paradis, moi je me rappelle, je sais pas, on bossait avec peut-être 60 ou 80 producteurs différents, tu vois. Donc c'est hyper lourd à gérer et tout. Et là, aujourd'hui, un franchisé, tu vois, il peut commander entre 30 et 50% de son assortiment chez nous. L'idée, c'est aussi de faire monter en puissance notre centrale d'achat. Donc c'est aussi des éléments différenciants pour lui et qui sont créateurs de valeur selon nous.
Trop bien, trop bien. On pourra en reparler après de tout ça, mais pour revenir un peu sur la partie entrepreneuriale, à force de faire des podcasts, vous avez tous des parcours très différents. Il y en a, ils sont tout seuls, il y en a, ils sont deux, vous êtes trois. Je suis assez curieux de savoir, d'autant plus que c'est des amis, de ce que j'ai compris. En tout cas, il y en a un de qui était proche, ils sont beaux-frères, et eux sont beaux-frères. Dans la gestion entrepreneuriale à trois, comment ça se passe? Comment on définit les rôles? On m'a toujours dit dans la plupart des podcasts qu'il faut qu'il y en ait un qui soit très bon sur la partie finance. C'est quoi un peu les tips, les conseils que tu as sur cette partie-là? En fait, je pense que, nous, tu vois, quand on s'est lancé, t'entends toutes les histoires, et franchement, je suis pas sûr qu'il y ait. Je pense que chaque histoire est propre à la personnalité de chacun. Tu vois, faut pas être associé 50-50, c'est le pire truc. Faut pas s'associer en famille. Je pense qu'on a tout entendu, tu vois. Nous, on a été lauréat du réseau Entreprendre aussi, qui est une super structure d'accompagnement. Et de mon expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, t'as toujours plein de gens qui te donnent des conseils, tu vois, qui souvent sont pas forcément, n'ont pas été forcément confrontés à ces situations-là. De ce que j'ai vu autour de moi, il y a pas de règles, tu vois. Je pense que les bonnes règles, c'est un peu comme dans un couple. Le premier sujet, c'est la communication. Carrément. Parce que tu vois que et l'avantage à 3, c'est que tu as toujours 2 d'accords en fait. Donc si toi tu te retrouves en minorité, mais que tu crois vraiment dans le sujet, tu vas le défendre 2 fois plus, tu vois, pour prouver par A plus B pourquoi tu penses que c'est une bonne idée, c'est une bonne décision. Mais c'est un peu ça l'avantage, et ça a toujours été aussi une de nos règles de se dire on est 3, quand il y en a 2 qui sont d'accord. Soit tu vois, la vraie démocratie. Deuxième chance, tu défends ton truc à fond et tu essaies de convaincre les autres. Et sinon, non sujet, vas-y, on passe à autre chose, quoi. Donc, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend tellement des personnes, des personnalités. Donc, moi, autour de moi, j'ai vu vraiment de tout, tu vois. Mais vous avez un rôle prédéfini chacun quand même. Est-ce que vous avez une sorte de spécificité chacun? Oui, en fait, si tu veux, on a un peu chacun notre couloir de nage aussi. Donc, tu vois, moi, je m'occupe vraiment. C'est moi qui ai ouvert toutes les boutiques. Donc, je m'occupe de la partie boutique, de la partie franchise. Paul, il s'occupe de la partie distribution. Donc, c'est lui vraiment qui a porté ce projet et porté ce métier chez nous. Et Arnaud, il s'occupe de la partie traiteur et coffret cadeau, tu vois. Donc, chacun a un rôle assez défini, tu vois. Et donc, ça s'équilibre bien. Et on a un directeur des opérations qui permet de, tu vois, créer une bonne transversalité aussi entre tout ce qu'on fait, qui a une casquette aussi RH, finance. Donc chez nous, ça fonctionne bien, même si... Ouais, voilà, couteau suisse, exactement. Logistique aussi, beaucoup. On a des gros sujets logistiques, quand même. Parce que, tu vois, notre métier, in fine, notre métier, c'est de la distribution, qu'on distribue dans nos boutiques, ou qu'on distribue chez des franchisés, ou chez des clients finaux, qui soient professionnels ou particuliers. C'est ça, notre métier, c'est de recevoir des palettes et de les dispatcher, quoi. Et c'est un de nos métiers, parce que notre principal métier, c'est quand même de recevoir des clients. C'est ça, t'as ça, et puis maintenant, t'as la production aussi, du coup, vu que vous... Alors, nous, on produit pas. Donc, c'est pas production directe, en collab avec... Oui, et ça, on est très transparent là-dessus. Quand tu regardes nos produits, tu vois, il y a toujours écrit qui est le producteur qui le fait, tu vois. Et c'est vous déposez votre marque dessus parce que vous collaborez avec... Oui, on a notre marque, on crée la recette avec le producteur, tu vois, on fait un 4 mains avec lui, ou plus parfois, quand on est beaucoup autour de la table. Mais non, et on est très transparent là-dessus, tu vois. On ne dit pas aux gens, la FFA est brasseur, on ne dit pas aux gens, on a une salaison, une brasserie, tu vois. On dit, non, notre saucisson, il vient de chez Millas, qui est une salaison dans le Tarn, qui fait des trucs super. Tu vois, notre vin, il vient de chez tel vigneron qu'on aime beaucoup, qu'on connaît, et pour telle raison, on l'a choisi. Nos chips, c'est Brewen à Garonne qui les fait. Tu vois, on est très transparent là-dessus parce que ça serait mentir aux gens, tu vois, que les gens, ils sont pas cons, tu vois. Et puis, en plus, je veux dire, les producteurs avec qui on travaille, ils ont un super savoir-faire. Tu vois, il y a une conserverie avec qui on bosse au Pays Basque, c'est la 4e génération. Tu as des super belles histoires de famille, c'est des gens qui ont un savoir-faire et que nous, on ne pourra jamais avoir. En tout cas, on n'est pas prêt de l'avoir de sitôt si demain on ouvre notre conserverie. Même si c'est un truc qu'on aimerait bien faire un jour, tu vois. C'est un rêve qu'on a un peu de se dire, un jour, on pourrait faire une espèce de Charlie et la chocolaterie de l'apéro, tu vois, un immense stand de l'apéro, mais ça serait encore un autre métier, on n'y est pas encore, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, on bosse avec des gens qui ont des super savoir-faire, on crée des recettes avec eux, on arrive avec un cahier des charges, et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, mais par contre, du coup, tu as anticipé un peu ma question, c'est est-ce que du coup, il y aura quand même peut-être un jour une volonté de soit d'embaucher quelqu'un en interne et justement d'être votre propre producteur et d'avoir vraiment votre marque déposée là-dessus, quoi. Franchement, c'est un rêve qu'on a, clairement. C'est un rêve qu'on a. Après, on est assez lucide sur ce que ça implique aussi. C'est un nouveau métier. Et puis tu vois, quand tu bosses avec 20... tu vois, ça voudrait dire demain... Alors, on commencerait sans doute par
pas un métier, tu vois, et la conserverie est sans doute le plus facile, je sais pas, parce que rien n'est facile, mais en tout cas, ça aurait du sens, parce qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de conserves de légumes notamment, et puis on est très proche de la conserverie, une des conserveries avec laquelle on bosse dans le Languedoc, tu vois, mais après, faire du saucisson, c'est un métier, faire du vin, c'est un métier, faire de la bière, c'est un métier, enfin, tu vois, il y a plein de métiers, il y a plein de contraintes, météo, enfin, il y a plein de contraintes. Donc, mais ouais, c'est ça, enfin, franchement, ça nous ferait trop kiffer un jour de faire ça, tu vois, d'avoir une gigantesque Ouais, mais c'est que du coup, apéro, je me dis quoi. toujours, c'est un peu la finalité sur ce genre de Mm. métier quand même, tu vois, tu sources beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des parties très cool de sourcer Ouais, dans grave. vos métiers. Ouais. Non, c'est clair, c'est la partie, c'est pas Faire la le Tour partie de la France. plus dure. Ouais. Enfin, si, elle est dure, mais en tout cas, c'est une partie sympa qu'on aime beaucoup Mm. et on prend beaucoup de plaisir. Ouais, quand vous avez lancé, vous avez fait un Tour de France du coup un petit peu ou... On a pas mal bougé, ouais. Tour de France, enfin, c'est un peu galvanisé, Ouais, je oui. sais pas, mais en tout cas, on a été Enfin, rencontrer t'as pas mal goûté de plein de trucs. oui, puis enfin, tu vois, on a été rencontrer pas mal de producteurs. Après, on n'a pas fait un Tour de France Oui, pendant oui. un mois où on a fait que ça, tu vois. Mm. On a des potes qui l'ont fait sur d'autres métiers, tu vois. Mais Mm. en tout cas, ouais, on a rencontré pas mal de monde. Et puis, on a eu aussi beaucoup de gens qui sont venus nous voir après, depuis. Enfin, tu vois, ça fait quand même 8 ans qu'on fait ça. Et donc, en 8 ans, t'as le temps de rencontrer des gens aussi. Ouais. Pour revenir sur tout à l'heure, je voulais en parler, c'est que vous avez été quand même, mais je crois de manière indirecte, précurseur sur la partie communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'avoir des grosses communautés parce que c'est ce qui fait que tes clients sont fidèles, ils parlent de toi, ils font une acquisition organique en Ouais. gros. Vous avez développé le merch, vous avez développé plein de trucs. Mhm. J'ai l'impression que quand même, vous avez une force marketing assez forte sur votre marque. Est-ce que c'était une volonté au départ ou est-ce que c'est des choses comme un peu la page Facebook qui sont faites naturellement et quelle place vous mettez aujourd'hui en fait là-dessus? En fait, comme on est né sur les réseaux sociaux et avant même qu'il se passe quoi que ce soit, on avait déjà fédéré, il y avait déjà eu un engouement autour de la marque, tu vois, c'était important pour nous et c'est aussi pour ça qu'on a recommencé à fédérer une communauté avant même de lancer le projet, tu vois, en disant, on lance cette communauté et il y a un projet concret derrière, tu vois, c'est pas juste une communauté sur les réseaux sociaux. Et donc oui, c'est important, ça nous a beaucoup aidé, ça continue à beaucoup nous aider aussi, tu vois, en termes de notoriété, en termes de plein de choses. Et puis, tu vois, typiquement, quand on a lancé notre bière, on a dit, nous, on veut créer, la première bière qu'on a lancée, c'était une blonde, on a dit, on veut créer la blonde idéale pour l'apéro. Et donc, on avait fait un questionnaire auprès de notre communauté en disant, c'est quoi pour vous la bière blonde idéale pour l'apéro, tu vois? Donc, est-ce que c'est une bière un peu bizarre? Est-ce que c'est une bière forte? Est-ce que c'est une bière légère? Est-ce que c'est une bière qui a du goût, qui a pas trop de goût? Voilà. Et donc, on avait eu, je sais plus combien, plusieurs centaines de personnes, tu vois, qui avaient répondu à ce questionnaire. Donc, ça te fait déjà une mini-étude de marché, en fait, pour ta bière. À partir de ce questionnaire, donc on avait créé un cahier des charges, on a été voir un copain brasseur, on a été brassé avec lui, on avait invité des clients à brasser avec nous, tu vois, on avait fait un petit concours pour ceux qui répondaient au questionnaire pour les inviter à brasser avec nous. Trop bien. Ensuite, on avait fait 4 bières différentes, on faisait goûter les gens en boutique, tu vois, en disant, voilà, on veut créer notre bière, on a fait ces quatre recettes différentes, on vous fait goûter laquelle vous préférez. Il y a une petite urne et tout, les gens votaient. Donc oui, ça nous a beaucoup aidé à plein d'égards. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Et aujourd'hui, du coup, vous continuez de la travailler. C'est quoi l'investissement que vous mettez dessus, du coup? Pas autant qu'on voudrait, Ok. parce que en fait, on est aussi beaucoup pris par l'opérationnel du quotidien, tu vois. Et c'est vrai que je pense que, la stratégie de contenu des marques a aussi vachement évolué et c'est vachement peut-être complexifié aussi depuis 8 ans. Enfin, je veux dire, il y a 8 ans, Instagram n'existait pas. Enfin, sur Facebook, tu postais une photo, une phrase drôle, boum. Enfin, tu vois, c'était ça, quoi. C'était organique direct, quoi. C'était, exactement, tu vois. Donc, il suffisait en tout cas, la création de contenu prenait vachement moins de temps. Et puis, on était un peu plus dispo on se rendait plus dispo pour ça, tu vois. Mais on faisait pas mal de petites vidéos marrantes. Enfin, on a des vidéos qu'on fait. Je crois qu'on a une vidéo. On avait un gros temps fort qui était à Saint-Valentin et on aimait bien Arnaud, donc un des associés du projet. Je pense que le pauvre, on lui a tout fait. On lui a fait la boucle d'oreille en saucisson, le collier en saucisson, la bague en saucisson et tout. Et je crois que c'est la bague en saucisson. On a fait 10 millions de vues sur Facebook. Mais je te parle de ça, je sais pas, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Donc c'était déjà des gros. Ah, mais tu te rends compte, tu touches presque un sixième du pays direct. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, je sais pas ce que c'est l'audience d'un JT de TF1, mais je pense que c'est. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est sans doute ça, quoi. Donc voilà, après, c'est vrai que Instagram s'est développé. Au début, c'était beaucoup de photos. Nous, la photo, c'est moins notre truc, tu vois. Donc on a continué à suivre le fil. Après, il y a eu TikTok, il y a eu les vidéos et tout. Et donc, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des vrais. Il faut avoir une vraie stratégie de contenu, c'est clair. Il nous faudrait sans doute une ressource dédiée pour s'en occuper, tu vois, et on y travaille
on y réfléchit activement, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que la tâche, c'est aussi vachement complexifié par rapport Ouais. à C'est plus juste poster une photo maintenant. Ouais, voilà, on te c'est demande ça. beaucoup Enfin, plus. il y a 8 ans, tu postais une Ouais. photo, tu vois, avec une photo, nous, on a eu 200 000, enfin, avec des photos et quelques vidéos, on a eu 200 000 personnes qui nous ont suivis sur Facebook, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus complexe, même si tu as plein d'outils aussi qui simplifient tout ça, mais je pense qu'on a vieilli aussi un petit peu, tu vois. Moi, je suis de la génération Facebook, Instagram, TikTok, c'est moins mon ADN, tu vois. Parce que je suis plus vieux. Mais pour autant, je pense que ça s'est complexifié et en même temps, le ROI que tu peux en avoir, tu vois, et la puissance de frappe que ça t'apporte, c'est démultiplié aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est... Je sais pas si ça s'est complexifié. En fait, je sais pas. Je pense que ça s'est complexifié, mais je pense aussi qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc il y a de plus en plus de gens qui font du contenu, qui sont bons aussi pour faire du contenu, et ça devient de plus en... Enfin, tu vois, les contenus viraux, en fait, il y en a de plus en plus. Et par contre, il faut faire attention aussi, parce qu'il faut jamais oublier que ton meilleur outil marketing, ça reste ton produit, parce que tu peux aussi, tu vois, avoir une très belle vidéo, un très beau TikTok, mais en fait, quand il va, les gens sont déçus, tu vois. C'est clair. Mais pour revenir à ce que tu as dit, c'est que tu vois, dans la restauration, je vois, et je pense que c'est logique, mais c'est un métier d'opérationnel. Le premier poste que tu embauches, si tu l'as dit tout à l'heure, c'est tu es un directeur des opérations qui fait beaucoup de choses. Nous, chez Pongo, on travaille sur une solution marketing et on voit bien, soit qu'on est le premier budget qu'on peut sauter rapidement, ou soit c'est le poste, entre guillemets, où il y a l'investissement qui est le plus tardif. Et pourtant, on travaille avec des chaînes qui ont un marketing très fort, mais qui s'est fait de manière organique, sans vraiment le travailler, etc. Est-ce que, dans ce que tu dis, tu vois, et tu avais l'air de le dire, du coup, il y a quand même une volonté d'investir quand même dans le futur pour le développement sur ce genre de profil parce que c'est important. Non, mais parce que c'est nécessaire aujourd'hui, c'est clair, tu vois. Mais je te rejoins beaucoup. Enfin, tu vois, notre métier, c'est des opérations. Et tu sais, on dit toujours en retail, il y a 3 règles, c'est l'emplacement. Ce qui est vrai sans doute pour certaines marques, et après tu peux avoir un super emplacement et des produits de merde et un service de merde, je suis pas sûr que sur le long terme tu vois, nous on se dit toujours que nos 3 règles à nous, c'est un peu un triptyque entre un emplacement qui est bien, qui est cool, tu vois, des produits qui sont super bons, et ça pour le coup on sait bien faire. Mais tu vois, si ton expérience elle est pourrie, le fait que tu aies eu un bon emplacement et des bons produits, c'est totalement occulté par ça, quoi. Donc nous, c'est vraiment ce triptyque-là qui est important pour nous, tu vois. Et c'est sûr que, tu vois, surtout l'apéro, c'est de la convivialité, tu vois. Donc c'est sûr que si tu es reçu chez nous et qu'on te jette des cailloux quand tu arrives, tu vois, ça marche pas, quoi. Donc, Non, mais tu as raison. Je pense que l'emplacement, c'était vrai, surtout sur les endroits très touristiques. Mais avec l'avènement de Google, etc., c'est que maintenant, tu vois, j'ai l'impression en tout cas, mais nous, on le voit aussi, c'est devenu indispensable d'être bien référencé sur Google, d'avoir des bonnes notes, parce que même si tu es dans un quartier hyper touristique, genre, je sais pas moi, la Tour Eiffel, le Trocadéro, quoi, maintenant, en fait, les gens, ils veulent plus manger pour 20 € un truc qui est surgelé, tu vois. Donc, du coup, il y a quand même cette notion de marketing et de notoriété, d'expérience qui est quand même revenue au premier plan, qui est vachement importante. Ouais, et puis aujourd'hui, tu vois, avec tous les leviers d'acquisition et de notoriété qui existent, tu peux, on voit des concepts hyper forts qui sont pas forcément sur des emplacements, tu vois, numéro 1, mais qui réussissent à émerger avec avec des influenceurs, avec une super notoriété, avec un super bon bouche à oreille des clients aussi, tu carrément. vois. Je crois que ça reste quand même le meilleur levier d'acquisition. Non, mais c'est clair. Tu vois, tu vois, le referral de tes clients, tu peux pas faire plus fort, quoi. Ouais. Et alors, du coup, tout à l'heure, quand tu disais la FFA et tout, moi, quand j'ai tapé un peu avant le podcast, vous avez quand même un truc, c'est sur le SEO, du coup, parce que comment vous gérez ça ? Parce que quand tu tapes FFA, tu l'as dit, il y a plein de fédérations françaises de plein de choses. J'imagine que ça doit être un peu plus compliqué, du coup, parce que vous n'êtes pas forcément les premiers qui ressortaient sur... Je sais qu'au début, c'était un peu un sujet, et puis on a un copain qui bossait chez Google à l'époque, qui nous avait pas mal aidé aussi là-dessus pour remonter. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais... Je sais que pendant longtemps, tu tapais FFA, il n'y avait rien qui sortait. Après, il y a aussi une question de où est-ce que tu te situes, parce que si tu es proche d'une de nos boutiques, tu peux avoir le Google My Business qui ressort et tout. Donc, c'est un truc sur lequel on avait quand même un peu bossé. Après, c'est sûr que oui, on est un peu dilué au milieu de ces autres FFA. Mais on a quand même, en 8 ans, on a eu aussi beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui ont aidé notre SEO, tu vois, qui nous font remonter. Mais après, si les gens ils tapent FFA, ils voient qu'il n'y a rien et que c'est nous qui cherchent, c'est nous l'objet de la recherche, tu vois.
bon, bah, ils vont taper FF apéro ou FF apéritif, hein, et puis De toute façon, on finit par sortir, quoi. ils tapent à mon avis plus où prendre un bon apéro plutôt que FFA directement. Ouais, mais c'est vrai que les gens nous disaient ouais, je tape FFA, je trouve pas, tu vois, et donc mais bon, ça c'était il y a longtemps, mais c'est vrai que on s'était dit merde, fais chier et tout, et donc on avait bossé un peu sur le sujet, ouais. Et Google, du coup, les avis, pareil, c'est quelque chose que tu parlais d'expérience, donc effectivement, l'expérience, de toute façon, elle démarre à partir du moment où les gens passent devant le pas de ta porte, pardon. Ouais. Mais on en parlait un petit peu avant aussi, il y a les avis Google. Comment vous taffez ça? Est-ce que ça se fait pareil de manière organique? Est-ce que vous avez une strate autour de ça? Est-ce que vous avez investi dessus ou pas du tout? Je pense que c'était une des erreurs qu'on a faites, mais on en a fait des tonnes comme tout le monde, je pense. C'est quelque chose qu'on a pas mal délaissé, tu vois. C'est quelque chose qu'on a... Enfin, en tout cas, on se disait, bon, bah, on en a, c'est cool. Alors, quand on a des mauvais avis, comme tout le monde, ça te fait chier, tu vois. T'essayes de comprendre pourquoi et de corriger le tir, parce que parfois, souvent, c'est de notre faute, tu vois, parce que... tu vois, t'as pas livré un client correctement, t'as un client qui avait commandé quelque chose, qui t'avait réservé, enfin, métier d'opération, donc forcément, t'as plein de points de friction qui peuvent se présenter. Après, on essaye, tu vois, d'accueillir les gens chez nous le mieux possible. Et quand on fait des erreurs, de les corriger aussi, tu vois. Donc, après, ça arrive aussi parfois que, bon, bah, t'aies des mauvais avis, mais qui sont pas forcément, tu vois... je vais pas dire que c'est pas justifié, tu vois, mais qui sont un peu genre... D'un concurrent. Non, ça on n'a jamais eu. Ouais. Non, ça on n'a jamais eu, tu vois, tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais non, enfin, ou en tout cas, on ne sait pas, peut-être qu'on ne sait pas, mais en tout cas, toutes les fois, on a eu des mauvais avis. On arrive tu vois, à raccommoder un peu le truc, à relier le fil, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu vois, un jour, il y a une dame qui a dit j'ai vu vos chips de sarrasin à tel endroit, elles étaient hyper chères, tu vois, mais c'était pas chez nous, c'était chez un de nos revendeurs. Je comprends pas, la farine de sarrasin, c'est pas cher, donc vous êtes des escrocs, quoi. Je disais, déjà, nous, notre farine de sarrasin, elle est française pour commencer. Puis, en fait, viens pas me mettre une étoile et pénaliser notre commerce. C'est pas justifié, tu vois. Que tu trouvais ça trop cher, très bien, tu vois, mais à ce moment-là, déjà, ne l'achète pas. Mais voilà. Après, oui, comme tout le monde, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous arrive de faire des erreurs. Donc, c'est vrai que maintenant, on a plus on commence à mieux appréhender ça, tu vois. On pousse plus, tu vois, quand on a des clients qui viennent, qui nous disent c'était génial, j'ai passé un super moment. Bon, bah, tu vois, on sensibilise les équipes sur le fait, ok, laissez-nous un avis 5 étoiles sur Google, ça nous aide beaucoup, ça nous rend plus visibles aussi, tu vois. Donc ça, on le fait un peu plus. On n'a pas encore industrialisé le process aussi. Et puis, on a 2 formats de boutiques. On a des boutiques qui font épicerie et bar. Ouais. Donc là, c'est vachement plus facile parce que quand les gens restent sur place, tu peux plus discuter. Tu as plus envie de laisser un avis sur ce type d'établissement. Sur nos boutiques qui font que épicerie. Ouais. Sur les commerces de bouche, tu laisses un peu moins des avis. Tu vois, les commerces de bouche, ils ont moins d'avis, ça c'est sûr, tu vois. Donc c'est aussi un peu plus compliqué pour les équipes, tu vois, mais on essaye quand même de... c'est important pour nous, tu vois, et déjà c'est des choses qu'on monitore et qui nous permettent d'identifier des problèmes quand il y en a. Carrément. Clairement. Mais oui, je pense qu'on a sans doute... on aurait dû se pencher sur le sujet plus tôt, tu vois, parce que c'est vrai que c'est... tu vois, moi le premier, quand je vais à des endroits... Alors, je regarde un peu les avis, mais je regarde surtout, quand je veux aller bouffer quelque part, les photos. Ouais. Parce que, tu vois, moi, je sais que c'est presque aussi important que les avis. C'est la vitrine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et une photo d'un restaurant, je vais me dire, ouais, ça me parle, ce type de plat, ça me parle. Ou ça, non, ça me parle pas du tout, tu vois. Et quand tu donnais l'exemple d'un truc surgelé à 20 balles au Trocadéro, ça se voit aussi dans la tête de l'assiette. Donc, tu te dis, ouais. Mais souvent, il n'y a pas de photo, du coup. Ouais, il y a pas mal de gens qui mettent des photos dans leurs avis, quand même. Donc, ça te donne un peu une idée de ce que tu vas retrouver et tout ça, quoi. Et sur la partie un peu plus philosophique, entrepreneuriale, justement, tu disais on a fait beaucoup d'erreurs, etc. Si on revient en 2016 et à maintenant, donc 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a justement un conseil, mais plutôt une erreur que vous avez fait tous les trois, qui vous a servi entre guillemets de leçon et qui vous a appris et que tu referais sûrement pas, tu ferais différemment, tu vois, si tu revenais un peu en arrière? Je pense que, des erreurs, on en a fait tout le temps. On en a fait beaucoup, on en fait tout le temps. Alors, le but, c'est quand même de faire le moins possible ou les erreurs le moins graves possible et de corriger le tir le plus rapidement. Tu vois. Mais je pense que c'est le propre de... je connais personne, tu vois, qui fait des projets. Tu as des gens qui exécutent hyper bien, qui sont hyper forts, mais même eux, ils font des erreurs. Tu vois, donc, je pense que c'est le propre de tous les projets. Je pense que... nous, on s'est beaucoup fait accompagner au début et ça, c'était vraiment cool. Et à un moment, on a un peu... délaisser ce truc-là et je pense que c'était un peu une erreur, tu vois, parce que
c'est quand même hyper cool, hyper challengeant aussi de rencontrer d'autres gens autour de toi qui t'apportent un éclairage, qui t'apportent leur expérience aussi. Donc, beaucoup, tu vois, on parlait du réseau Entreprendre tout à l'heure, qui a été un super accélérateur pour nous, parce qu'on était lauréat du réseau en 2010, fin 2017, quand on a ouvert notre deuxième boutique. Donc là, c'est des entrepreneurs. C'est des structures d'accompagnement d'entrepreneurs, Ok. dans lesquelles il y a que en fait, c'est des entrepreneurs qui payent pour t'accompagner, tu vois. Donc, ça te D'accord. donne une idée un peu de leur implication, Ok. quoi. Et c'est basé sur la réciprocité, donc c'est gratuit pour les porteurs de projets. Tu as aussi des prêts d'honneur qui te sont attribués, tu vois. Donc, on a rencontré plein de gens comme ça, c'était Ok. vraiment cool. Et donc, tu as un accompagnement individuel, un accompagnement collectif, donc plus un réseau incroyable de chefs d'entreprise auquel tu peux accéder. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, ouais, je pense que on dit aussi beaucoup que tu vois, les premiers employés, c'est les plus importants. Et c'est vrai que nous, on venait pas forcément de ce métier-là, de cette industrie-là au début. Et peut-être que si on avait pris des gens, tu vois, qui venaient plus de ce métier-là plus tôt, on aurait pu aller beaucoup plus vite et on aurait sans doute fait moins d'erreurs aussi, tu vois. Parce que tu vois, c'est tes premiers employés qui t'aident à construire ton projet. Et même si nos premiers employés étaient top, mais ils venaient pas forcément de cette industrie-là non plus. Donc en fait, c'est le jour où on a commencé à recruter des gens qui venaient de la restauration, qui venaient de la food, que ça fait prendre conscience en fait Bien de sûr. ah ouais, ok, ces gens-là peuvent t'apporter ça. C'est un peu con, hein, mais Non, mais souvent, on c'est dit hyper que- vrai et tu Ouais. t'en rends pas forcément compte parce que t'as le nez dans le guidon. Et en même temps, on a eu aussi des super contre-exemples avec des gens qui venaient pas du tout de cette industrie-là, Bien tu sûr. vois, qui nous ont vachement apporté parce que des personnalités hyper ouvertes, hyper créatives et tout. Donc, Un mix, en tout ouais, cas, peut-être. ouais, exactement. Oui. Mais tu sais, souvent on dit qu'il faut embaucher des gens meilleurs que toi aussi. Ouais, non, mais ça, donc, alors ça, c'est tu vois. vrai. Mais donc, tu vois, des gens qui ont de l'expérience Oui. mais souvent, du coup, ils coûtent plus cher parce qu'ils ont de l'expérience. Donc, peut-être au début de projet, c'est plus compliqué. Et du coup, j'imagine que c'est là où tu es tout le temps. Ouais, non, mais faire des mariages. franchement, nous, quand on a ouvert, on n'avait pas un centime, Ouais. tu vois. On avait mis tout l'argent qu'on avait, on avait tout mis dans le projet. Mm. On avait emprunté 60 000 balles à une banque, on avait vu 8 banques, il y en avait 7 qui nous avaient dit non, qui nous avaient pas répondu, tu vois. Donc tu te dis, c'est vrai je me rappelle la fin des travaux, rue de Paradis, comme toute fin de travaux, c'est l'enfer, c'est la galère. Il y a des trucs en plus que tu n'avais pas prévu et tout. Le jour où on a ouvert, on n'avait plus une thune et il fallait payer les ampoules parce qu'on a eu un problème électrique. Il y avait 1000 balles d'ampoules à payer, tu vois. Je sais pas quand je te paierai, mais j'avais pas d'argent pour te payer, tu vois. J'avais dit, ok, qui avait fait les travaux. Et franchement, on a ouvert, on était totalement à sec, quoi. Donc, Ouais. mais c'est vrai pareil, on aurait sans doute dû aller chercher un petit peu plus d'argent au début, mais bon, quand tu démarres, tu veux pas, Mais bien tu sûr. sais pas où. Et en plus, vous êtes 3. Du coup, en fait, tu te dis aussi peut-être que comme on est 3, on a moins besoin d'embauche vu qu'on va s'en sortir à 3. Ouais, alors au début, en fait, Arnaud et Paul, eux, avaient gardé leur boulot les 2 premières années. donc les 2 premières années, tu vois. Donc, ok. eux, ils étaient associés, très impliqués dans le projet, mais en tout cas, opérationnellement parlant, il y avait que moi, tu vois. D'accord, ok. Mais c'est vrai que oui, je pense que. Enfin, de toute façon, si c'était à refaire, tu vois, parfois tu regardes dans le rétro et tu te dis, putain, on aurait dû aller plus vite là-dessus à ce moment-là ou pas. Et en fait, bon, de toute façon, c'est passé, tu vois, faut pas vivre avec des regrets. Donc voilà, on essaie aussi de nous partager notre expérience quand on rencontre des entrepreneurs qui se lancent et tout, de leur dire, moi j'ai fait ça, avec le recul, je pense que c'était une erreur. Donc voilà le conseil que je peux te donner. Mais après, tous les projets sont différents aussi, les personnalités de chacun sont différentes. Donc, C'est ce que tu disais un peu aussi sur sur les associations. Les associations. Ouais, non, mais c'est clair. C'est qu'en fait, de toute façon, tu en as rencontré plein où tu as vu en fait, des trucs qui ont hyper bien marché alors que chez les autres, ça n'avait pas marché la même association. Et puis tu vois, j'ai envie de dire, c'est tellement subjectif, tu vois, et la personnalité des gens est tellement importante que toi, avec ton regard extérieur, tu vois, c'est comme quand tu juges des couples un peu, tu vois, tu dis, oh putain, ça a l'air d'être le bordel dans leur couple et tout. Mais tu sais pas ce qui se passe une fois que la porte elle est fermée. Enfin, tu vois, chacun. Comme les avis, la vie en étoile. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis tu vois, genre, chacun met un point d'équilibre à certains endroits et tout. Et donc, toi, avec ton œil extérieur, c'est toujours difficile de juger. Ouais, carrément. Ça passe assez vite, ça va bientôt être la fin, mais du coup, beaucoup de projets, etc. Moi, j'aime bien souvent finir sur cette question qui est assez ouverte, mais c'est qu'est-ce qu'on peut, toi, te souhaiter sur 2024 déjà, parce que bon, chaque fois je dis ça, mais on est déjà en juillet, On est déjà bien, ouais. On va dire sur le deuxième semestre 2024, sur cette fin d'année, et même on va pouvoir faire une ouverture même sur 2025 pour la FFA. Écoute, on souhaite de rencontrer plein de nouveaux porteurs de projets, tu vois, qui pourraient devenir nos franchisés demain et avec qui on pourrait faire construire des nouvelles choses ensemble, tu vois. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est ça notre sujet du moment, tu vois. Et puis je pense qu'on a des choses chouettes qu'on a mis en place depuis 8 ans, et donc du coup, même pour nous, tu vois, c'est hyper stimulant de rencontrer
Tu vois, nos 2 premiers franchisés, c'est des entrepreneurs, tu vois, ils nous aident aussi à faire bouger les lignes sur certaines choses, à challenger des choses en interne aussi. Donc pour nous, c'est génial. Et puis de te dire, bah, voilà, on leur a donné des clés d'un concept que nous, on a testé et prouvé. Voilà ce qu'ils arrivent à en faire. C'est hyper cool, tu vois. Et c'est une satisfaction de dingue, tu vois. Et de se dire qu'eux, ils s'éclatent, ils ont un concept qui performe et tout. Et donc si on pouvait en avoir rencontré plein de nouveaux, ça serait top. Vous allez faire les salons, justement, ou peut-être vous les avez déjà fait, les salons de la franchise ou autre, ou je les ai fait en tant que visiteur jusqu'ici. On en avait parlé avec nos petits copains du 1745, justement, qui eux l'ont fait, qui l'ont fait plusieurs fois. On y pense. Je pense que là, aujourd'hui, le dernier qui a eu lieu, c'était trop tôt, tu vois, on n'était pas prêt. Et puis donc on y pense. Est-ce qu'on le fera l'année prochaine ou l'année suivante? Je pense que c'est un peu un incontournable. Tu vois, la franchise, c'est quand même un milieu qui est très codifié, où tu as des parutions, des médias dédiés à tout ça. Tu as le salon de la franchise qui est un gros temps fort. Donc, on ira sans doute un jour. Après, quand Mais tu sais, c'est marrant parce que sur ce salon-là, les gens disent souvent que tu y vas vraiment pour la vitrine, mais c'est pas forcément là-bas que tu vas trouver tes franchisés. Écoute, c'est ce que tout le monde nous a dit. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est juste pour flatter notre ego, tu vois. C'est quand même du taf, les salons, les stands de budget et tout. Donc, bon... Je pense qu'on ira un jour, tu vois, mais bon... Si tu peux trouver plus naturellement... Si on peut trouver nos 15 prochains franchisés sans y passer, c'est très bien aussi, tu vois. Moi, je veux dire, j'ai pas beaucoup d'ego dans ce que je fais, donc avoir juste un beau stand au salon de la franchise... c'est pas... Mais je comprends. Je serais pas plus heureux, tu vois, mais même si, tu vois, c'est un salon qui est vraiment de qualité. Et nous, on y va en tant que visiteur, on rencontre plein de gens. Il y a plein de gens de notre industrie, tu as plein de gens qui gravitent autour de cet univers d'entrepreneurs qui viennent partager leurs expériences et tout, donc... C'est un super temps fort, mais après, y exposer, c'est pas à l'heure du jour. Et juste avant qu'on conclue, j'avais une question que j'avais posée aussi au 1745 et qui m'interpelle, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est que, tu vois, aujourd'hui, quand les gens ils veulent monter un concept, la plupart du temps, ils veulent partir sur le burger, le sushi, peu importe quoi, la pizza, ce qu'on vend le plus. Vous, sur votre cœur de métier, que ça soit toi, le 1745, j'ai l'impression qu'il y a encore peu de chaînes, tu vois, qui se sont vraiment développées, structurées là-dessus. Comment alors que tu vois, quand le 1745 m'expliquait, quand tu prends un local, tu peux récupérer un coiffeur, en fait, t'as pas d'extraction, t'as rien. Tout paraît quand même assez simple sur le plan logistique, entre guillemets, mais au démarrage. Comment tu l'expliques aujourd'hui? Est-ce que c'est que les gens n'y pensent pas, justement, parce que, tu vois, il y a peut-être pas encore assez de grosses vitrines là-dessus? C'est quoi ton avis là-dessus? On a vu pas mal de gens qui ont essayé, tu vois... Il y en a quelques-uns, tu vois, mais c'est vrai il y en a pas 50. Si tu veux, l'apéro, c'est un marché qui est très atomisé parce que tu as plein de catégories de produits. Donc, tu as quand même une complexité en termes de sourcing, une complexité logistique qui est assez lourde, tu vois, parce que si tu as envie d'avoir 450 produits ou même 200 quand on a démarré, tu vois, logistiquement, c'est quand même très, très lourd. Tu vois, l'apéro, c'est un moment qui est très concentré aussi dans la journée. Donc, nous, on a imaginé aussi nos boutiques pour qu'elles vivent tout au long de la journée. On est ouvert à midi, on fait des sandwichs. Enfin, tu vois, t'as une plage horaire qui est assez étendue et tout. Je pense que tu as pas mal de... l'apéro drive et attire pas mal de monde, donc tu as des cavistes qui se mettent à faire beaucoup d'apéros, tu vois, tu as des gens comme VNB, je sais pas si tu connais, mais qui sont gigantesques et hyper forts, tu vois, que c'est des caves et bars, tu vois. Mais j'ai pas cette image-là. Tu vois, VNB, du coup, j'ai pas le côté un peu... VNB, pour moi, c'est l'usine, tu vois. C'est genre, c'est des gros formats. C'est des gros formats, tu vois. C'est moins intimiste. C'est pas des formats de centre-ville, clairement. Après, c'est sûr que tu as une complexité quand même. J'allais dire pas tant en termes de sourcing, parce que trouver des bons produits, ça prend du temps, mais ça se trouve. Je veux dire, aujourd'hui... En France, oui, en France, je veux dire, t'as l'embarras du choix, clairement. Mais après, c'est une complexité en termes d'appro, en termes de logistique. Et puis, faut tenir dans la durée aussi, tu vois. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Nous, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Comme tout le monde, on a eu des hauts, des bas, des moments hyper compliqués, des moments hyper euphoriques et tout. On a vu plein de gens qui ont monté des projets, mais en fait, au bout de 2-3 ans, t'es rincé, t'as une galère avec ton associé, t'as une galère avec ton bailleur, t'as une galère de staff. Enfin, tu vois, il faut aussi... Il y a beaucoup de résilience quand même dans ce métier-là, dans ce qu'on fait. Et puis, plus tu ouvres des boutiques et puis plus tu complexifies tes opérations, tu vois. Et tu le disais tout à l'heure, on a plein de casquettes, mais on fait des millions de trucs, un peu trop parfois. Et c'est vrai que maintenant, notre mantra, c'est vraiment de rester le plus focus possible, tu vois, et d'arrêter de se disperser, ce qu'on a beaucoup fait pendant 8 ans. Même si, tu vois, ce qui t'anime aussi. Ouais, voilà, tu vois, le jour où tu rencontres Hachette et qui propose un projet de bouquin, voilà, tu dis c'est trop marrant, moi j'ai jamais pensé d'écrire un bouquin. Paul a dit, mais moi j'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin, vas-y on le fait, c'était un projet génial, on a rencontré des gens géniaux, on a pris énormément de plaisir.
Et ça nous a... Enfin, tu vois, c'était... pour la notoriété de la boîte, c'est hyper statutaire et tout. Ouais. Donc, c'était très cool. Mais c'est vrai que c'est des projets qui te prennent un temps de fou. Mmh. Mais en tout cas, oui. Donc, nous, des projets émergents, on en a vu beaucoup autour de nous. Des gens qui sont inspirés, des gens qui nous ont beaucoup copiés aussi, tu vois. Donc, avec plus ou moins de succès. Après, ouais, enfin, tu vois, ouais, faut tenir dans la durée aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'indépendants, tu vois, qui se lancent, mais effectivement, il y a peu de structuration, entre guillemets, mais même un franchisé de demain, tu vois, j'ai pas le sentiment qu'ils se disent tout de suite qu'il va monter un concept comme le vôtre, alors que une fois que tu as réglé la partie opérationnelle, comme tu as dit, bah, en fait, pour un franchisé, c'est simple. Déjà, je pense que les DLC, elles sont beaucoup plus longues. Ouais. C'est que pratiquement beaucoup de sexe. C'est beaucoup de sexe, ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. ou de la boisson. Donc, en fait, tu vois, il y a quand même plein d'avantages. Les locaux, ils se trouvent plus facilement. Mais effectivement, tu vois, même quand le 1745, il me disait, même la croissance qu'ils ont eue, ou même la vôtre, bah, je me dis, c'est marrant parce qu'il n'y a personne qui va trop sur ce marché, j'ai l'impression, en tout cas à date, alors qu'il m'a l'air hyper porteur, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, tu vois, pareil, si je regarde depuis 8 ans, tu vois, je pense que le Covid aussi a rebattu les cartes. A rebattu pas mal de cartes. Et puis, ça a été un peu une parenthèse aussi qui a duré quand même, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça, où pendant 2 ans, bah, tu sais pas ce qui se passe, t'es ouvert, fermé, tu peux faire des trucs, t'as plus le droit de faire des trucs. Enfin, tu vois, donc ça a aussi peut-être, tu vois, sur cette période de 8 ans, stoppé des gens dans leur élan. T'as eu plein de gens qui ont ouvert des trucs, qui ont eu envie de changer de vie, puis qui après se sont aperçus, bah, les métiers du commerce, c'est des métiers où tu bosses comme un ouf, t'as des horaires de dingue, t'es ouvert le week-end. Donc, tu vois, il y a eu plein de gens qui sont reconvertis post-Covid et puis qui là sont en train de se reconvertir, tu vois, parce que finalement ils s'aperçoivent que bah, tu vois, c'est des métiers hyper prenants, hyper prenants en termes de temps, mais que c'est des très très beaux métiers où tu donnes beaucoup, mais les clients te le rendent bien. Enfin, en tout cas, nos clients nous le rendent bien. Donc, je pense qu'il va y avoir des acteurs qui émergent, tu vois, et tant mieux. Enfin, je veux dire, nous, nous, la concurrence, on la voit aussi de façon... Enfin, tant que c'est une concurrence qui est saine, si tu veux, tu te dis, quand tu as quelqu'un qui ouvre un copier-coller de ce que tu fais, bah, tu trouves ça un peu nul quand c'est fait moins bien. Et voilà, donc tu dis, bah, voilà, bon, bof. Mais quand tu as des gens qui font des choses... Et c'est un peu ça, les gens qui ont du succès selon moi, les gens qui font des choses à leur manière, qui prennent les bonnes idées là où... Enfin, tu vois, qui créent leur propre truc, sans faire un copier-coller, tu vois, bah là tu dis ah ouais, trop fort, quoi. Et toi, ça te remet en question et ça te tire vers le haut à la fin. Franchement, carrément, tu vois, ça te remet en question, tu rechallenges des choses, tu te dis putain merde, ouais, eux ils font ça marche bien. Enfin, tu vois, et nous on voit plein de gens qui font des choses hyper cool, tu vois, et c'est assez inspirant et tu te dis bah tant mieux, tu vois, en effet, ça te remet beaucoup en question. Et puis, bah tu vois, tu te reposes pas sur tes acquis. Enfin, tu vois, nous on essaie aussi d'expliquer à nos équipes que chaque jour où on ouvre la boutique, il faut que ça soit comme si c'était le premier jour, tu vois, avoir la même ferveur pour accueillir les clients, leur faire découvrir les produits, comme si c'était le premier jour, parce qu'en fait, tu es toujours au pied de la montagne, tu vois, donc tu grimpes un petit peu plus, mais tu restes toujours au pied de la montagne, tu vois, donc t'es jamais arrivé, donc... Ouais, non, mais trop bien. Franchement, hyper intéressant. Bah écoute, le podcast, il est passé encore une fois assez vite. C'était hyper cool de te recevoir. Merci pour l'invitation. Bah non, c'est franchement avec plaisir parce que bah, évidemment, on avait fait le 1745 qui était un peu sur cette thématique, mais comme je te le disais, c'est pas des concepts, je trouve qu'on met beaucoup en avant, qu'on a beaucoup l'impression d'entendre parce que, bah, encore une fois, il y a la traîne sur le burger, le sushi, les burgers de plus en plus gourmets, les pizzas de plus en plus napolitaines. Mais du coup, non, c'était hyper agréable, hyper intéressant. Je sais qu'en plus, t'étais pas mal pris. Tu viens d'être papa quand même il y a 3 semaines, je sais pas si les gens ont compris, mais bon, du coup, tu as un rythme, à mon avis, qui est assez élevé. Donc, merci beaucoup. On te souhaite une hyper belle année 2024 et plein de projets pour les mois, les années qui viennent. Et bonne continuation. Merci beaucoup. À plus. Salut, à ciao. Bientôt.